Mireille, tu écoutes? Ça répond. Non, t'as rien à dire là. T'es devenue toute silencieuse du coup. Alors bonjour à ceux qui commencent à nous rejoindre, on attend d'être un tout petit peu plus nombreux pour commencer ce live spécial Saint-Valentin. Alors attendez juste un tout petit peu que tout le monde arrive et on va y aller. Alors aujourd'hui c'est un live un petit peu spécial qu'on vous propose parce qu'on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Mais vous inquiétez pas, si vous êtes célibataire, on va quand même s'adresser à vous et même surtout à vous, puisque la question aujourd'hui c'est de savoir comment témoigner son amour à son animal, que ce soit un chat, un chien, un hamster, un lapin, tout ce que vous voulez. Je suis avec le docteur Stéphane Tardif, vétérinaire comportementaliste et rédacteur pour Wamiz, et Enala, une petite chaîne qu'on aime beaucoup. Et donc aujourd'hui ça va être un peu spécial parce qu'on n'est pas sur un question-réponse comme d'habitude, mais plus sur une discussion, un débat. L'idée c'est de savoir comment vous témoignez votre amour à votre animal, comment lui témoigne son amour pour vous. Et puis voilà, une conversation entre amis, pleine d'amour et d'amitié pour ces chiens, chats et autres animaux qu'on aime tant et qui nous apportent tant au quotidien. Mais alors, docteur Tardif, donc surtout, avant tout, n'oubliez pas de mettre en commentaire vos astuces, vos petits secrets, comment vous faites pour dire à votre animal que vous l'aimez. Et on lira vos commentaires, les commentaires les plus pertinents à voix haute, et puis on verra ce que le docteur Tardif en pense. Mais avant toute chose, docteur Tardif, moi ce que j'aimerais savoir, c'est, voilà, on dit souvent du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme, qu'il est capable d'un amour immense, voilà. Mais est-ce que finalement le chien et même le chat sont vraiment capables d'amour? Est-ce que c'est un sentiment qu'ils ressentent? C'est une question difficile car finalement on n'est même pas capable de répondre à la question pour nous. Est-ce que l'amour existe réellement? Ce qu'il est important de noter chez les chiens, c'est qu'ils expriment des émotions. Et je distingue beaucoup les émotions des sentiments. Les émotions, ça va être la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, des choses comme ça. Le sentiment, ça va être l'amour, la haine ou d'autres sentiments comme la culpabilité, la jalousie. A priori, les chiens ou les chats, a priori, ne sont pas capables d'éprouver ces sentiments. Par contre, ils expriment des émotions qui ressemblent beaucoup. Et pour autant qu'on ne puisse pas vraiment parler d'amour, car l'amour, ça demande des notions abstraites, de don de soi, d'altruisme, qu'un chien, effectivement, ne va pas avoir en tête, il peut exprimer de l'attachement. Ça ressemble beaucoup à l'amour, hein, ça va être de la demande d'attention et en retour aussi être capable d'en donner, de réagir par rapport aux émotions des autres, etc. Ça, ce sont des choses que le chien est tout à fait capable de faire. Oui, on voit souvent chez le chien cette capacité qu'on assimile, nous, à de l'amour. Mais chez le chat, parfois, c'est un peu plus subtil. Comment ça se traduit? Eh bien, justement, c'est là où ça va être intéressant de parler des différences entre ces deux espèces, parce que le chien, comme nous, est un animal qui est social. Ça veut dire qu'il forme des groupes, et ça, c'est une condition nécessaire pour maintenir un groupe avec de la cohésion, c'est que les gens fassent attention les uns aux autres. Et le chat, lui, qui a plutôt un tempérament solitaire de nature, n'a pas tendance à beaucoup se préoccuper effectivement des émotions des autres. Il est plus opportuniste, le chat. Beaucoup plus opportuniste, en fait. On a fait des études récemment qui ont montré que le chat avait quand même un petit côté social, hein, parce que c'est pas pour rien qu'il vit auprès de l'homme depuis autant de temps, mais c'est ce qu'on appelle un social opportuniste, c'est-à-dire que concrètement, il profite de bonnes conditions d'environnement pour accepter la présence d'autrui, a priori des humains, près de lui, mais c'est pas sa tendance principale et il peut très bien s'en passer. Par contre, plus on va donner des besoins sociaux à un chat, plus il a tendance à en réclamer. Et c'est encore pire pour le chien, pour lui c'est carrément un besoin fondamental, c'est-à-dire qu'il a besoin de contact régulier avec d'autres individus, que ce soit d'autres chiens ou ça peut être des humains aussi, car le chien justement est très compétent pour s'adapter à d'autres espèces, mais ce sont des besoins, c'est un besoin fondamental en fait, hein. C'est le besoin d'amour, on pourrait dire ça comme ça, mais... Mais alors quand le chat ronronne, qui tourne autour des jambes, etc., est-ce que c'est des preuves d'amour? On va dire qu'il manifeste son contentement, ce qui est une forme d'interaction positive et donc une preuve d'attachement, en tout cas que la relation que vous entretenez avec votre chat ou votre chien est agréable pour lui et qu'il y tient. Après, la construction mentale de l'amour, ça c'est clair, il ne l'a pas dans la tête. C'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas une notion d'engagement, de promesse, il ne se projette pas dans des durées
dans le futur, ou au contraire, il ne va pas retenir forcément que l'attachement est présent depuis très longtemps. Donc ça va être très dans l'instant présent. Mais par contre, il peut être capable d'exprimer parfois des besoins très très forts à ce niveau-là. On va parler de dépendance affective. Mais le chien, notamment, est très très fort là-dedans. Le chat, beaucoup moins, effectivement. Mais ça arrive, on a des chats-chiens. Et le chien, quand il lâche, est-ce qu'on peut dire que c'est un bisou, que c'est quelque chose d'affectueux? Eh ben, donc, dans les manifestations classiques, alors là, ça peut prendre toutes les formes. Donc, le léchage, souvent, est interprété comme des bisous parce qu'effectivement, c'est un contact qui est très positif. Surtout chez les chiens. Le chat, c'est plus rare quand il lâche. Ce type de contact, après, ça peut être très variable. Par exemple, on va prendre un exemple chez le chat il ronronne et il pétrit. Il manifeste son bien-être à ce moment-là. Ce n'est pas forcément pour vocation à nous faire du bien, mais enfin en l'occurrence ça nous en fait. Donc même si ce n'est pas dans l'intention du chat, il y a quand même un partage à ce moment-là. Et au final, on voit que le chat devient de plus en plus sociable à notre contact parce que il y a un entraînement, un apprentissage avec ces échanges et que plus il a des échanges agréables, plus il a envie d'en avoir tout simplement. Après, la grosse différence entre le chat et le chien, c'est que le chien est comme nous à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il a vraiment un besoin fondamental, il souffre quand il est tout seul, quand il est en absence de contacts sociaux, il a tendance à être de moins en moins motivé, de moins en moins actif. Tandis que le chat, lui, il n'a aucun problème, il reste actif même s'il est tout seul. Et entre, comment ça se passe? Par exemple, deux chiens qui vivent ensemble, qui lient une sorte d'amitié, est-ce qu'on peut dire qu'ils s'aiment? Encore une fois, tout est autour de la définition du mot d'amour, mais par contre, il y a un attachement et un lien qui est certain entre les deux animaux. Oui, comme la maman avec son petit? C'est une autre forme d'attachement. C'est-à-dire que l'attachement qui est maternel est quasi inné. Le chiot naît avec une profonde détresse si jamais il s'éloigne de sa mère de plus de quelques mètres. Et c'est pas une détresse qu'il a apprise. Il ne sait pas ce qui va se passer, c'est juste réflexe pratiquement. Par contre, quand il devient plus vieux, il y a quand même un besoin et des détresses qui sont ressenties en l'absence de l'aide d'attachement, mais ça peut être beaucoup plus modéré. Et ça dépend énormément des apprentissages et du tempérament de l'animal d'ailleurs, parce qu'il y a des animaux qui vont être plus indépendants que d'autres, naturellement. Il y a même des animaux qui entrent dans une sorte de deuil quand ils perdent un congénère qu'ils aimaient ou même leur maître. Est-ce que c'est pas la preuve que justement ils les aimaient? Parce que quand la personne ou l'autre animal décède, il y en a qui deviennent vraiment déprimés. C'est là que ça va me permettre de revenir sur la distinction justement entre les émotions et les sentiments. On confond les deux en fait. Le chien perçoit bien l'absence de l'autre, mais pour qu'il soit en deuil, il faudrait qu'il sache ce qu'est la mort, ce que ça implique, etc. etc. C'est l'absence en fait. C'est pas toujours. Voilà. Par contre, il perçoit très bien l'absence et le chien exprime sans aucun problème une sorte de frustration qui est liée au fait que, oui, son copain lui manque concrètement. Et on peut voir ça comme de l'amour d'un certain point de vue. Après, le truc, c'est que nous, on rajoute sur ces émotions, on rajoute énormément de constructions mentales qui sont complexes. Alors que le chien, lui, il est beaucoup plus naturel que nous. Le chien comme le chat, d'ailleurs, les animaux, ils réagissent par rapport à leur ressenti direct et ils sont spontanés, très spontanés. Donc effectivement, si jamais il y avait des jeux très réguliers au cours de la journée, au moment où l'autre chien va décéder, il va ressentir ce manque, cette absence de contacts sociaux, il va l'exprimer en le cherchant par exemple, ou en gémissant, pleurant, et des choses comme ça. Ouais. Alors on a Émilie qui nous pose une question, elle dit que sa chatte la suit partout et elle aime beaucoup les câlins, et elle a lu que les chats quand ils clignent des yeux, ça veut dire qu'ils nous aiment. Est-ce que c'est vrai? Oui, il peut y avoir plein de manifestations différentes. Alors pour les chats c'est plutôt compliqué, très variable. Autant pour les chiens c'est plus simple, effectivement, en général ils reviennent avec le dos, des choses comme ça. Les chats ça peut être très variable, des fois c'est parfois compliqué de savoir quand ils sont satisfaits ou pas. Alors concrètement, quand ils clignent des yeux, ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut être interprété de façons différentes. Par contre, le fait que le chat focalise son attention sur nous, indépendamment du fait qu'il cligne des yeux, ça c'est intéressant par contre. Parce que ce qu'il faut savoir sur les besoins sociaux des chats, c'est qu'ils ne s'expriment pas du tout comme les chiens et les nôtres. Nous, on a besoin d'aller papouiller, d'avoir des contacts physiques. Le chat, lui, non. Il apprécie d'être près de nous, il aime souvent nous suivre, mais sans forcément être en interaction directe. Le chat n'est pas beaucoup moins physique que le chien. Et donc souvent, on voit le chat qui se pose près de nous et qui nous observe, et qui apprécie ce moment passé près de nous, mais sans forcément directement être en contact avec nous. C'est exactement ce que nous dit Véronique. Elle dit que c'est la première fois qu'elle a un chat aussi expressif. Il miaule souvent,
en me regardant dans beaucoup de situations. Il sait aussi me montrer quand je l'agace et il fait ce qu'il veut. Et ben voilà, parfait. Prends un autre exemple sur lequel on va pouvoir souligner ça, qui est la différence des attitudes que peuvent manifester les animaux pour nous manifester ça. Parce qu'en réalité, on est arrivé avec la question, y a-t-il des éléments que les animaux expriment pour montrer leur amour? Mais en fait, ça dépend de vous et ça dépend de ce que vous allez observer, enfin de ce à quoi vous allez répondre. Si jamais, par exemple, vous répondez chaque fois que votre chien se met en position assise devant le frigo et que vous trouvez ça super mignon en lui donnant une friandise, vous allez voir que ça va être comme ça qu'il va vous manifester son attention et qu'il va vous réclamer aussi de votre attention. Par contre, si jamais vous donnez des bisous, si vous êtes plutôt dans les contacts, ça va être le canal qu'ils vont préférer. En fait, le chien est très très capable de s'adapter suivant notre manière d'agir pour lui exprimer ce qui va être compris par nous. Le chat, lui, c'est plus délicat. Le chat, lui, il a tendance à vouloir exprimer ses besoins en fonction de lui, avant tout. Donc il n'est pas content, il est contrarié, il va avoir une attitude de chat qui va consister à battre la queue assez furieusement et puis il va manifester son mécontentement en agressant si jamais on insiste. Il a tendance à être plus uniforme dans sa manière de manifester son bonheur. Alors justement là, on a vu comment les chats et chiens nous témoignaient leur amour. Maintenant, on va se poser la question comment nous, on leur témoigne notre amour. Alors pour ça, on a eu pas mal de témoignages de personnes qui nous disent qu'avant tout, elles parlent à leurs animaux. On a Monique qui dit, moi je leur dis, elle t'aime ta maman. Il y a Cédric qui leur fait des câlins, des bisous. Et puis qui laisse son animal le regarder. Si je leur parle, oui. Voilà, je lui dis verbalement, je l'embrasse, elle lui fait de gros câlins, nous dit Nathalie. Voilà, tout le monde nous dit à peu près qu'ils parlent à leurs animaux. Est-ce que c'est une bonne idée de parler à son animal? Oui, énormément. Et d'ailleurs, c'est justement l'un des trucs qu'ils apprennent énormément. Car nous communiquons beaucoup avec la voix. Et nous oublions complètement qu'il y a d'autres modes de communication. On parlait tout à l'heure du clignement des yeux, là on parle de la communication visuelle. Et oui, parce que les postures, ça informe aussi énormément. Et si les animaux nous observent, c'est parce qu'ils apprennent énormément de nous au travers de ça. Mais la voix, ça compte beaucoup. Et étant donné que c'est notre canal principal, ils sont tout à fait capables de s'intéresser à ça. Et l'exemple est pertinent avec le chat. Par exemple, les propriétaires de chats bavards rapportent très spontanément qu'ils ont des dialogues avec leur chat, des conversations. On sent bien que le chat exprime, avec des tonalités différentes, beaucoup d'émotions. Alors il n'y a pas de mots, c'est pas une conversation verbalisée, mais par contre, il y a une interaction avec un échange, c'est-à-dire que le chat, il produit une vocalise, un miaulement, un petit miaou qui exprime effectivement son humeur, et puis vous, quand vous lui répondez, en général avec un ton positif, il va répondre à nouveau. Et on renforce après, c'est un cercle vicieux qui fait que plus on le fait, et plus l'animal trouve ça agréable, et va nous le proposer, et plus nous on répond. Et c'est particulièrement vrai avec le miaulement du chat. Plus vous parlez à votre chat, plus il va vous parler. Mais est-ce que des fois, cette affection qu'on porte à son animal ne va pas un petit peu trop loin? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui finalement prennent leur animal pour leur bébé, mais dans l'excès. Et finalement, est-ce qu'on ne s'approche pas d'une forme de maltraitance involontaire pour l'animal qui finalement est étouffé d'amour? Et j'ai un exemple d'ailleurs à citer. Non, alors attendez, je croyais que j'avais un test. Non. Si, là, celui-là, effectivement, un problème d'hyper-attachement. Oui. Léa qui dit bonjour, mon chien est très attaché à moi car il me suit partout, voilà, il semble également tout le temps que je sois là, il ne comprend pas du tout, pouvez-vous m'aider? Donc effectivement, ça c'est des situations en fait où, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins sociaux du chien, ils sont très élevés, ils sont assez proches des nôtres en soi, mais le chien est un animal qui demande énormément d'attention. Et en fait, c'est le principal moyen de lui montrer que vous l'aimez. C'est-à-dire lui donner l'attention que lui, il attend et dont il a besoin. Satisfaire ses besoins est la meilleure preuve d'amour que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos animaux. Mais il peut y avoir un problème ensuite d'hyperattachement. Voilà, c'est pas toujours évident parce que faut rester quand même équilibré. Faut pas céder à tous les caprices concrètement, faut pas céder à tous les besoins. Il faut aussi être dans un échange qui est équilibré entre le maître et le propriétaire. Le maître aussi a ses propres besoins et le chien n'a pas tous les droits, le chien ou le chat, n'a pas tous les droits. Et donc en fait, c'est une relation qui est à établir de part et d'autre en établissant des règles qui vont être propres à chaque chien et à chaque maître. Donc, il n'y a pas une vérité universelle sur la manière dont vous devez exprimer votre amour à votre chien.
pourvu que vous vous fassiez comprendre, c'est tout. Si jamais vous obtenez la réaction positive de votre chien et que vous voyez que ça se passe très très bien, qu'il réagit très positivement à ce que vous êtes en train de faire, bah continuez, il n'y a pas de souci, même si vous êtes ridicule parfois. Tant que ça se fait dans le respect de l'animal. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'il faut être soucieux de ses besoins en premier, c'est ça le truc. Alors on en parlera juste après des besoins des animaux, mais avant ça on a un joli témoignage d'Emilie, j'aimerais bien le lire parce qu'il est très joli. Ce que j'aime beaucoup chez ma chienne, c'est qu'elle me suit partout, même dans les toilettes. Elle est tous les jours collée à moi, elle est très protectrice. Je lui parle beaucoup, je sais qu'elle me comprend, je peux lui dire mes secrets quand ça ne va pas, elle est toujours là pour moi, elle comprend parfaitement ce que je lui dis. Je donnerai ma vie pour elle, comme je dis, ils ne sont qu'une parcelle de notre vie, mais pour eux on est toute leur vie, il ne leur manque plus que la parole. C'est vrai que même des fois, c'est un très joli témoignage, Émilie, merci beaucoup, mais c'est vrai que des fois, les animaux, c'est vrai qu'il leur manque la parole, mais certains sont si démonstratifs que finalement, c'est même pas nécessaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il leur manque que la parole, mais en fait, j'ai envie de dire, en observant les attitudes de votre chien, vous constatez qu'il vous parle, c'est juste qu'il n'utilise pas des mots. Voilà. C'est tout. Quand le chien, par exemple, vous voit revenir le soir et qu'il vous fait la fête en remuant de la queue, en vocalisant, en remuant même le derrière, tout ça, c'est les mots qu'il utilise. C'est les mots qui vont d'ailleurs être parfaitement compris par nous pour traduire les émotions qui se passent dans sa tête. Et un autre exemple qui est très pertinent de communication, qui est très, très bien compris, c'est l'appel au jeu. Même un enfant comprend que la posture où le chien s'arc-bute avec les deux pattes de devant comme ça correspond à une position plutôt positive qui va amener à du jeu. Donc ce genre de communication qui s'établit parfois très spontanément, mais parfois aussi chaque maître et chaque chien a son truc particulier, ça va être, c'est le fort du chien, d'être capable de créer déjà ce genre de relation et de s'adapter, mais ensuite c'est surtout ça qui fait notre bien-être en commun. Être capable de produire ce qu'il faut pour satisfaire l'autre et être capable d'écouter ses besoins en essayant de faire attention à ne pas les confondre avec les siens. Donc, un autre jeu, oui, pardon. J'allais juste conclure en disant que par exemple, donner de l'amour à son animal, ça consiste surtout pas à donner ce qui nous fait plaisir à nous. Il faut être très vigilant par rapport à ça, ça peut lui faire plaisir aussi, mais des fois il a une réaction positive pour nous faire plaisir à nous. Donc pas hésiter à bien s'intéresser à ses réactions avant tout. Un autre joli témoignage de Daniel. Quand je dis je t'aime à ma tendre Lady, ma voix devient douce, toujours sur le même ton, et je répète les mots plusieurs fois, alors je vois ses yeux de biche me regarder intensément, suivre dès les chouilles. Ça, c'est vraiment un joli témoignage aussi. Pareil pour Monica, mon chat est sourd, depuis sa naissance je communique avec le regard et mimique du visage et on se comprend. Eh bien, en fait, ça marche souvent mieux que la voix. À partir du moment où vous communiquez à votre chien, avec votre chien, en particulier les chiens, mais, parce que le chat, effectivement, ça peut être très variable, mais ça marche aussi avec les chats. Si vous utilisez la gestuelle en accompagnant la voix, en fait, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser des mots, vous utilisez juste des sons, et ensuite vous mimez les gestes ou la communication que vous voulez exprimer. Vous allez voir que les réponses de votre chien vont être surprenantes, parce que c'est un canal qui est beaucoup plus facile à percevoir pour eux. Apprendre à distinguer les mots, c'est pas spontané. Par contre, distinguer des postures, ça, ils sont déjà outillés pour ça. Donc, si jamais vous exprimez non seulement verbalement, mais en plus, vous marquez avec des grands gestes, etc. Moi, je prends souvent l'image de quelqu'un qu'on sait être en colère derrière une vitre, mais sans l'entendre, parce qu'il fait des grands mouvements ou des choses comme ça. C'est exactement le type d'attitude qu'il faut avoir avec votre animal, pour les choses positives comme pour les choses négatives d'ailleurs, mais en particulier aussi pour les choses positives. Une question intéressante, Dr Tardif, de Nimou, qui a un chien adopté depuis 2 ans. N'y a-t-il pas un test pour savoir s'il est vraiment attaché à nous ou qu'il est heureux avec nous? C'est difficile à dire parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de test. Il faut être capable effectivement d'observer ses réactions et de déterminer s'il a plutôt des réactions en rapport avec du bien-être ou du mal-être. Donc ça va être effectivement des réactions qui vont montrer l'émotion joie ou excitation versus des émotions négatives comme le dégoût, la peur, des choses comme ça. Un petit témoignage encore de Happy Dog. Quand je suis triste, mes 3 chiens le ressentent et viennent me consoler en se collant à moi et en faisant des bisous. Oui, ça, c'est la capacité qu'ont les chiens à être empathiques. Voilà, ça c'est très important parce qu'effectivement, le chien n'est pas capable de la construction mentale, amour dans la tête et toute la notion d'engagement qu'il y a derrière. Par contre, au niveau des émotions, il est parfois même
bien meilleurs que nous en fait. Parce que déjà, ils s'intéressent effectivement à ce que nous on exprime, mais spontanément, sans tous les masques psychologiques, sociétaux qu'on peut coller sur nos émotions. Et puis, accessoirement, en tant qu'animal social, comme j'ai dit tout à l'heure, il y fait très attention. Donc, dès que vous allez ressentir une émotion, votre chien, il va agir comme une espèce d'éponge émotionnelle, il va l'absorber également. Donc ça, c'est très important parce que ce qui conditionne souvent l'humeur du chien, en fait, c'est pas tant ce que vous lui donnez ou ce que vous faites, que votre humeur. Si jamais vous avez l'impression que votre chien est stressé, commencez par vous poser la question de savoir si c'est pas vous qui êtes stressé et que communiquez votre stress à votre chien. Et ce, d'autant que le chien a des capacités de raisonnement qui sont moindres que les nôtres et il a tendance souvent à se reposer sur nous en nous regardant pour savoir quelle est la bonne attitude à prendre face à un événement inconnu. Donc si vous voulez témoigner, enfin rassurer votre chien, la meilleure chose à faire, c'est de vous rassurer vous-même et d'être le plus serein possible. Colette nous dit qu'elle parle beaucoup avec ses chats. En effet, ils répondent tout en restant indépendants. Ils dorment avec moi, mais au fond de mon lit, je ne les force pas pour les câlins. Je les laisse venir à moi. Un chat reste très indépendant. Je les aime énormément, donc j'essaie de les respecter le plus possible aussi. Est-ce que c'est pas ça le secret de l'amour, docteur Tardif, c'est de respecter son animal? Est-ce que c'est pas ça la meilleure preuve d'amour? Et son commentaire témoignait d'une expérience avec un chat, c'est particulièrement vrai avec les chats. Parce qu'avec les chiens, on peut se faire piéger. C'est-à-dire que le chien peut nous donner ce qui nous satisfait, mais en réalité, il est dans une situation de dépendance, ou alors au contraire, c'est nous qui venons corriger une dépendance dans la relation avec le chien. Un trouble, un besoin affectif. Au final, non, ce qui est le plus important, ça va être effectivement de ne pas être ingérant dans la manière d'aller proposer la relation à l'animal. C'est-à-dire de lui laisser explorer cette relation à son rythme, avec ses envies, ses désirs, ses goûts. C'est particulièrement vrai avec les chats qui effectivement ne supportent pas la contrainte. C'est pas la peine de forcer un chat à venir faire des câlins. Il ne viendra pas. Alors quels sont ses besoins chez le chat qu'il faut respecter pour qu'il comprenne qu'on l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on attend de lui, mais voilà. Déjà, je pose la question de savoir, est-ce qu'on veut vraiment qu'il comprenne l'amour? Il n'y a pas besoin qu'ils comprennent qu'on l'aime. Tout ce dont on a besoin qu'ils comprennent, qu'ils voient, c'est que la vie en notre présence est plutôt agréable et positive. Donc, en quelque sorte, effectivement, il va comprendre qu'on l'aime de cette façon. Enfin, ça peut être vu comme ça. Mais en soi, c'est pas comme ça qu'il va l'intégrer dans sa tête. Donc, il suffit juste de se rendre agréable selon ses critères. C'est-à-dire si par exemple les critères de votre chat, ça consiste à rester à vous observer près du canapé sans caresse, il ne faut pas le forcer aux caresses, typiquement. Donc ça se voit au moment quand vous le prenez et que vous lui faites des caresses et jamais il commence à battre de la queue, ou même qu'il vous mord, ou qu'il s'en va, c'est qu'a priori il n'apprécie pas et que c'est pas la peine de lui donner ça. Donc, et puis au-delà de ça, bien sûr, l'aimer, c'est aussi bien le nourrir, c'est bien le soigner, c'est... Voilà. Après, il y a une question de respect par rapport à la responsabilité qu'on a autour de l'animal, c'est qu'effectivement, si vous prenez un animal, l'aimer, ça ne suffit pas pour le rendre heureux. Il faut effectivement lui donner une bonne nourriture et s'assurer que ses besoins psychologiques, on va dire, sont assurés. Donc ça va être les promenades pour le chien, par exemple. Vous pouvez aimer tout ce que vous voulez votre chien, mais si jamais vous ne lui donnez pas les heures d'activité dont il a besoin à la fin de la journée, aussi positive que soit la relation avec vous, il va quand même manifester de la frustration. Et de la frustration simplement liée au fait qu'il a trop d'énergie et qu'il a besoin de dépenser. Oui, donc juste un petit focus sur les besoins du chien, rapidement du chien puis du chat. Le chien, qu'est-ce que c'est ces besoins? Globalement, le chien en tant qu'animal social, il a des besoins de contact régulier, d'attention. C'est comme un enfant. Ça vous demande en permanence de le surveiller et ça va vous demander en permanence de faire attention à lui sans forcément que vous ayez quoi que ce soit à faire. Le simple fait de l'observer peut parfois le stimuler pas mal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le besoin d'exercice. Le chien, c'est un animal qui est endurant par nature. Donc surtout certaines races, justement, type berger australien ou des choses comme ça, ont des très hauts besoins en exercice et donc il faut être... faut tenir compte du fait qu'avoir un chien, ça demande un effort conséquent à ce niveau-là, et si on n'est pas prêt à partager l'effort ou à le faire entièrement tout seul, c'est pas la peine d'avoir de chien, il vaut mieux avoir un chat. Ça, c'est très important, parce que souvent, on a des chiens qui sont en manque d'activité, et c'est souvent parce que les propriétaires ne mesurent pas à quel point c'est une charge importante au niveau de... on change son mode de vie pour les 15 prochaines années en adoptant un chien, c'est pareil. Pour le chat, c'est beaucoup moins délicat, parce que le chat ayant une tempérance beaucoup plus indépendante, il n'y a pas ce volet de besoins sociaux.
Donc le chat, tout ce qu'il faut satisfaire, c'est ses besoins dans l'environnement. Il faut lui fournir un environnement qui lui plaise. Et pour ça, il est extrêmement exigeant, mais des vraies princesses. Hein, c'est terrible comme les chats peuvent nous manifester leur mécontentement pour des trucs, des fois ça va être le mobilier qui a changé de place. Hein. Ce sont des maniaques. Donc là-dessus, c'est très variable d'un chat à l'autre. Il y a des chats qui ne sont pas difficiles du tout. Mais il y en a certains, ça va vous demander de nettoyer les litières chaque fois qu'il faisait besoin une fois dedans, parce que sinon il va les faire à côté, par exemple. Voilà. Il y a des milliards d'autres exemples du même type. Mais la grosse différence entre le chien et le chat, effectivement, ça va être les besoins sociaux. Un chat ne va pas vous demander de l'attention en permanence tout le long de la journée, contrairement au chien. Et je nuance, pour conclure, en disant que c'était pas, ça c'est une vérité générale, mais moi par exemple, mon petit chat Charbon, je peux vous dire que si jamais je suis pas là de la journée, la fête qu'il me fait le soir, et l'attention qu'il me demande, témoigne du fait qu'il a quand même aussi des besoins sociaux. C'est une tendance générale que j'ai donnée, mais après il y a toujours des exceptions, et les chats chiens, ça existe aussi. Et est-ce qu'il existe, oui, enfin d'ailleurs il existe des animaux qui ne sont pas très démonstratifs, y compris chez les chiens. On a Ophélie qui nous dit que son berger allemand ne lui témoigne aucun signe affectif. Est-ce que ça veut dire qu'il ne l'aime pas pour autant? Ouais, non, c'est juste qu'il a un tempérament indépendant. Concrètement, le chien choisit peu l'environnement où il vit, contrairement au chat. Parce que cette question n'a pas tant lieu d'être pour le chat en général, quand le chat est contrarié par l'endroit où il vit, l'endroit où les gens avec qui il vit, c'est lié, il s'en va, tout simplement. Le chien, non, il subit, hein, malheureusement, il n'a pas toujours le choix. Donc, effectivement, avec le chien, on peut se poser cette question, mais pour savoir si votre chien est vraiment malheureux avec vous, il y a des signes de mal-être qui ne trompent pas un comportementaliste. Hein. Des signes de résignation, d'absence de motivation, effectivement, c'est plus ou moins de la dépression. Hein. Enfin, des choses qui sont similaires à la dépression chez l'homme. Mais concrètement, s'il ne manifeste pas ça, c'est qu'il ne manifeste pas effectivement de besoins sociaux, donc il ne leur réclame pas, mais il n'en fournit pas non plus à l'inverse. Et souvent, on a souvent des propriétaires humains qui sont frustrés par leur animal parce qu'ils attendent d'eux beaucoup d'attention. On parlait des besoins des animaux, mais en fait, nous sommes aussi des animaux qui avons aussi des besoins sociaux. Et il s'avère que de temps en temps, on prend un animal pour satisfaire ses besoins, justement, parce qu'on ne les trouve pas forcément ailleurs. Et donc, dans ce genre de cas, là, c'est nous qui sommes frustrés, c'est pas l'animal. Et si jamais il ne nous exprime pas ce dont on a besoin à nous, c'est pas pour autant que lui, il est malheureux. Il peut être tout à fait bien dans sa tête. Hein. C'est juste qu'il n'a pas fait de cet apprentissage. Une solution pour venir corriger ça, c'est de lui donner l'apprentissage, justement, d'interactions positives qui vont avoir tendance à lui donner des besoins sociaux, là où il était parfaitement indépendant avant. Sébastien se pose la même question avec les chats. Il pose la question de la docilité. Pourquoi certains chats sont beaucoup plus dociles que d'autres? Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir frustré quand son chat ne se laisse pas faire. On se dit, en fait, il nous aime pas. Mais c'est pas vraiment ça. Non, effectivement. Le chat réagit vraiment par contrariété avec son environnement direct. Et quand il n'est pas content, il le manifeste. Mais il n'est pas rancunier. C'est-à-dire qu'il vous griffe, mais dans la seconde qui suit, si jamais vous ouvrez la boîte de croquettes, il va être séducteur avec des miaou langoureux, tout ce qu'il y a de plus séducteur. Et le chat est très bien d'ailleurs pour jouer sur ce mode. Moi j'appelle ça le mode schizophrène, parce qu'effectivement, à un moment donné, il ronronne, il est sur vos genoux en train de pétrir, et dans les 10 secondes qui suivent, il vous agresse, se met à battre furieusement de la queue, et puis il n'a plus moyen de mettre la main sur lui. Donc c'est vrai que les chats ont ce côté un peu lunatique de temps en temps, donc il ne faut pas que ça nous frustre, il faut tenir compte du fait que c'est dans le tempérament naturel du chat, et qu'il a peu tendance effectivement à venir satisfaire nos propres besoins sociaux. C'est-à-dire contrairement au chien qui est très empathique et qui va répondre, comme lui il réclame beaucoup d'attention, mais il va aussi en donner beaucoup, le chat lui il n'en donne pas du tout, et donc il ne faut pas être frustré si votre chat répond peu à vos requêtes. C'est d'ailleurs le commentaire qu'on avait vu tout à l'heure où on expliquait que le chat, on le laisse venir plus qu'on va vers lui, c'est particulièrement vrai. Alors, une petite question de Lise. Ma chienne souffre d'anxiété de séparation. Comment je peux faire pour atténuer son stress quand je pars au travail? Merci et bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à vous. Oui, parce que c'est ce dont on parlait il y a quelques minutes. Parfois, l'amour dérive un peu. Il est tellement fort que les chiens peuvent souffrir d'anxiété de séparation, et comme c'est le cas pour cette personne, il y a des solutions. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut arrêter d'aimer son animal pour régler ce problème. Non, surtout pas. Le problème, c'est que là, on est sur une situation que j'ai évoquée tout à l'heure, où effectivement nos modes de vie ne correspondent pas toujours aux besoins fondamentaux du chien, et notamment les besoins sociaux. Parce que le chien a sa vie en groupe, et les groupes, ça reste toute la journée ensemble en fait. Et quand il est seul,
pendant 4, 5, 6, 10 heures parfois, il exprime une profonde frustration par rapport à ça. Donc l'entraîner à ne pas recevoir de besoins sociaux, oui, certes, c'est sûr que l'entraîner à être un peu indépendant, enfin en tout cas ne pas favoriser sa dépendance affective, c'est plutôt intéressant dans ce cas-là. Mais fondamentalement, on ne peut pas supprimer les besoins sociaux du chien. Donc, on peut se faire aider d'un comportementaliste dans ce genre de situation. Se faire aider d'un comportementaliste, mais ce qu'il va prescrire, c'est probablement de donner de l'attention au chien d'une manière ou d'une autre, donc soit en augmentant la durée des balades, soit en partageant le travail. Par exemple, dans le cas d'un chien qui ne supporte peu ou très mal la solitude quand vous partez au travail, n'hésitez pas à utiliser des gardiennages de chiens. Il y en a qui, par exemple, gardent plusieurs chiens en même temps, ce qui permet aux chiens, en plus, d'avoir des contacts sociaux avec des congénères. Donc, comme ça, votre chien ne reste pas seul. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de laisser votre enfant de 3 ans et demi, 4 ans seul à la maison pendant la journée entière avec uniquement ses jouets pour s'occuper. Parce qu'au bout d'un moment, il va trouver ses jouets totalement inintéressants et il va vous réclamer de l'attention. C'est exactement la même chose avec le chien, en fait. Et oui, parce que finalement, l'amour qu'on a pour son animal, c'est un peu le même qu'on porte à un enfant. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de comparaisons avec la pédiatrie, et pour cause, nous sommes des animaux et on démarre de la même façon que les chiens, avec des besoins sociaux qui sont très très similaires. Eh ben, c'est très bien, merci Dr Tardif pour ce Facebook Live. On arrive à la fin malheureusement, on n'a pas pu évoquer tous les commentaires, mais n'oubliez pas que si vous avez des questions précises sur le comportement ou l'éducation par exemple, ou même la santé de votre chat, votre chien, vous pouvez les poser dans la rubrique questions-réponses de WAMIS. Il y a toute notre communauté qui pourrait y répondre, ainsi que le Dr Tardif en personne. C'est ça, bon, je veille à ne pas laisser une question sans réponse. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un live sur la santé du chat. Ce sera l'occasion aussi de poser vos questions au Dr Tardif. Et puis, en attendant, n'oubliez pas de vous connecter sur wamis.com pour découvrir toutes les actualités sur les animaux de compagnie, ces animaux qu'on aime tant et qui nous apportent tant. Et merci de nous avoir suivis pour ce Facebook Live et bonne Saint-Valentin à tous. Avec vos compagnons.